Elle m'a dit, il est revenu, et je pense qu'on devrait juste rester amis. Et elle m'a quitté pour son ex. J'ai répondu, d'accord. 3 mois plus tard, elle a débarqué sur le pas de ma porte en Lozère, en pleurant parce que le projet de ses rêves s'était effondré. Elle pensait que j'allais l'attendre. Ma copine, Léa, et moi étions ensemble depuis 2 ans. Nous vivions à Brest, en Bretagne, juste au bord de la mer. Elle est réalisatrice de documentaires, du genre viral, sur l'authenticité. Je suis ingénieur d'infrastructure senior pour une entreprise d'énergie renouvelable. 2 mondes différents, mais ça fonctionnait. Elle apportait la spontanéité, et je lui donnais la stabilité, ou du moins c'est ce que je me disais. Nous envisagions d'acheter une petite maison près de la côte de Granit Rose, nous regardions les annonces le week-end, nous parlions des pièces qui conviendraient à son studio de montage. J'avais l'impression que nous construisions quelque chose de réel. Puis, il y a 4 mois, son ex, Romain, lui a envoyé un message, un ancien photojournaliste de guerre, tout juste rentré d'Afghanistan avec une idée de série documentaire sur le changement climatique. Elle m'a dit qu'il voulait son avis sur la logistique. J'ai répondu que ça avait l'air super. C'était ma première erreur. Pas de ne pas lui faire confiance, mais de ne pas y prêter attention. Au cours des semaines suivantes, elle partait plus tôt, rentrait plus tard, et a complètement cessé de me poser des questions sur mon travail. Avant, nous parlions du projet de micro-réseau que je développais pour les communes rurales isolées. Ça l'intéressait. Puis, soudain, c'était comme parler à un mur. Un soir, pendant le dîner, son téléphone s'est allumé. Romain, avec un emoji d'appareil photo, les nouvelles images sont démentes. J'ai dit que j'étais content qu'elle se sente à nouveau inspirée. Elle a répondu, tu n'as pas besoin de me parler comme mon père, Hugo. Ça m'a fait plus mal que je ne veux l'admettre. Elle est retournée à son ordinateur portable. J'ai débarrassé la table, seule. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était déjà partie. 2 semaines plus tard, elle est rentrée tard et m'a dit qu'il fallait qu'on parle. On le sent, quand quelqu'un est sur le point de rompre. L'atmosphère devient pesante et glaciale. Elle s'est assise sur le canapé. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Elle m'a regardé et a dit, je pense qu'on devrait juste rester amis. Tu mérites quelqu'un qui soit aussi sûr de cette relation que toi. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a eu l'air confuse. C'est tout? Oui, tu es déjà parti. Je ne fais que rattraper mon retard. Je suis allé au porte-clés, j'ai retiré sa clé de mon trousseau, je l'ai posée sur la table, j'ai pris ma veste et je suis parti. Pas de porte qui claque, pas de cri, juste parti. J'ai dormi dans un hôtel bon marché, puis chez un ami. Je n'arrêtais pas de m'attendre à ce qu'elle m'envoie un texto, qu'elle m'appelle ou qu'elle débarque en disant qu'elle avait fait une erreur. Silence radio. Voilà ce à quoi je n'arrête pas de penser. Elle a dit que je méritais quelqu'un. Bien sûr, mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'elle voulait la passion, l'aventure, et que j'étais trop stable, trop prévisible. Romain, c'était l'aventure et le chaos. Moi, c'était les factures et le plan épargne-retraite. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je n'étais pas assez excitant. Mais peut-être que j'ai échappé à quelque chose. Si elle pouvait partir aussi facilement après 2 ans, après toutes ces conversations sur la construction d'une vie ensemble, à quoi est-ce que je m'accrochais? À une version d'elle qui n'existait que quand ça l'arrangeait. Mes amis disent que j'ai bien fait. Ma mère dit que j'aurais dû me battre davantage. Je ne sais pas. Je suis rentré 3 jours plus tard pour récupérer mes affaires et elle était partie. Elle avait complètement déménagé. Elle avait laissé la clé sur le comptoir avec un mot qui disait « Désolé ». Elle voulait qu'on reste amis. J'avais dit « D'accord ». Maintenant, je suis assis là à me demander si je devrais me sentir soulagé, brisé ou en colère. Honnêtement, je me sens juste vide. Suis-je fou de ne pas m'être battu? Aurais-je dû faire quelque chose de différent? Mise à jour 1. 4 mois se sont écoulés depuis ce premier message. Beaucoup de choses se sont passées. Après le départ de Léa, j'ai passé une semaine dans le brouillard, allant au travail, assistant à des réunions, hochant la tête, puis rentrant sur le canapé de mon ami, fixant mon téléphone, attendant un texto qui n'est jamais venu. Je continuais à regarder ses réseaux sociaux même si je savais que c'était une mauvaise idée. Elle postait des choses sur le documentaire avec Romain.
Tous ces mots à la mode sur l'authenticité et la poursuite de sa vérité qui sonnaient profond mais ne voulaient rien dire. Puis, quelque chose a changé. Mon entreprise m'a proposé une mutation temporaire de 6 mois en Lozère. Un programme pilote pour développer des micro-réseaux pour les communautés hors réseau. Normalement, j'aurais dit non parce que Léa et moi avions notre vie en Bretagne, mais soudain, il n'y avait plus aucune raison de rester. Alors j'ai dit oui. J'ai conduit jusqu'en Lozère début mars. Le paysage était froid, gris, immense et vide, à l'image de ce que je ressentais à l'intérieur. Le projet était basé près de la vallée du Tarn. Mon travail consistait à installer et à entretenir des panneaux solaires et des éoliennes pour des communes trop isolées pour l'électricité traditionnelle. Le travail était dur. De longues journées dehors, à dépanner du matériel, à travailler avec des entrepreneurs locaux. Mais c'était ce dont j'avais besoin. Il y a quelque chose de réconfortant dans le travail physique, à résoudre des problèmes concrets au lieu de ressasser une relation morte. J'ai complètement arrêté de poster sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire de la randonnée seul le week-end, j'ai acheté un drone bon marché et j'ai filmé le paysage. Les dégâts écologiques des anciennes mines, les schémas d'érosion, c'était étrangement thérapeutique. 2 mois après mon arrivée en Lozère, j'ai commencé à travailler avec la conseillère juridique de terrain, Noémie Bernard. Conformité des politiques environnementales, question de permis. Nous nous étions croisés en Bretagne mais n'avions jamais travaillé directement ensemble. Noémie est brillante, intimidante d'intelligence, avec un humour sec et sarcastique livré de manière complètement impassible. Nous pouvions être sur des sites isolés et elle ferait des commentaires sur les absurdités réglementaires, et je ne réalisais qu'elle plaisantait qu'en voyant son petit sourire. Nous avons commencé à avoir de longues conversations après le travail. Rien de romantique au début. Juste 2 personnes coincées au milieu de nulle part qui parlaient de la vie. Elle apportait du whisky au feu de camp après de longues journées, et nous débattions de la politique environnementale et de ce que signifiait construire quelque chose qui dure. Elle ne m'a jamais posé de questions directes sur Léa, mais je pense qu'elle sentait que je traversais quelque chose. Un soir, j'ai mentionné une relation qui s'était mal terminée. Elle a juste hoché la tête et a dit, « Les gens partent quand ils réalisent que tu n'es pas un personnage secondaire dans leur histoire. Tu es le protagoniste de la tienne. » Simple, mais ça m'a profondément touché. Pendant ce temps, je gardais un œil distant sur les réseaux sociaux de Léa. Au début, le documentaire semblait bien se passer. Des publications sur le financement participatif, le repérage des lieux, le travail le plus important de sa carrière. Puis, vers le 3e mois, les choses ont changé. Les publications sont devenues moins fréquentes, plus défensives. De longues légendes sur le fait que la narration authentique était punie par les structures capitalistes. Des gens dans les commentaires soulignaient que le problème n'était peut-être pas le capitalisme, mais un manque de fil narratif clair. Elle répondait avec des arguments de plus en plus émotionnels sur les gens qui ne comprenaient pas sa vision. Puis un sponsor s'est retiré. Quelqu'un du milieu du cinéma l'a publié et a tagué Léa. Inquiétude concernant les dépassements de budget et les divergences créatives. Léa s'est lancée dans une tirade en story Instagram sur les entreprises qui ne se soucient pas des vraies histoires. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant ça. Plutôt de la résignation. Bien sûr que ça s'effondrait. Romain était impossible en collaboration. Il avait bâti sa carrière en étant un loup solitaire. Il était maintenant censé collaborer sur un documentaire structuré avec des délais et des budgets. Ça n'allait jamais marcher. À peu près à la même époque, quelque chose s'est passé avec mon projet en Lozère. Nous avons mis en service ce micro-réseau expérimental pour une communauté qui était hors du réseau principal depuis des décennies. L'installation était compliquée, mais nous l'avons fait. Le système a été mis en ligne fin mai et a fonctionné à merveille. De l'énergie propre et fiable pour des gens qui dépendaient de générateurs diesel depuis des années. La presse locale en a parlé. Puis une organisation régionale de développement durable. Puis une publication nationale sur les solutions renouvelables innovantes en milieu rural. L'entreprise a obtenu une subvention importante pour étendre le projet et j'ai été nommé ingénieur principal de l'expansion. C'est Noémie qui m'a annoncé la nouvelle de la subvention. Nous passions en revue des documents de conformité quand elle a affiché l'annonce et a fait glisser son ordinateur portable vers moi. Je l'ai lu. Elle a dit, « Tu as construit quelque chose qui nous survivra à tous. » Ça compte. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement une semaine plus tard. Rien de spectaculaire. Nous étions en inspection de site.
pris dans un orage. Nous avons attendu dans le camion, regardant l'eau couler sur le pare-brise. Elle a dit, je crois qu'il faut se l'avouer, notre relation n'est plus seulement professionnelle. J'ai dit, oui, tu as raison. Elle s'est penchée et m'a embrassé. C'était tout. Complètement différent de Léa. Pas de chaos, pas de drame, pas de besoin constant de validation. Juste deux personnes qui se comprenaient. Nous n'avons rien posté à ce sujet. Pas d'annonce. C'était à nous. Je n'ai pas eu de nouvelles de Léa depuis ce mot sur le comptoir, mais je sais qu'elle est au courant pour la Lozère car des connaissances communes travaillent dans des domaines qui se recoupent. Je suis sûr que le mot est passé. Je ne sais pas ce qu'elle ressent et honnêtement, je m'en fiche maintenant. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas construire une vie avec quelqu'un qui court toujours après la prochaine chose excitante. Finalement, ils n'ont plus rien à poursuivre et se retrouvent dans les décombres de tout ce qu'ils ont abandonné. Léa n'est pas une mauvaise personne. Elle ne sait juste pas se poser. Elle ne sait pas apprécier ce qu'elle a jusqu'à ce que ce soit parti. Je reste en Lozère jusqu'à la fin de l'année pour l'expansion. Noémie reste aussi. Nous construisons quelque chose de réel. Mise à jour 2. Le projet en Lozère se déroule incroyablement bien. Nous avons étendu le programme de micro-réseau à 3 communes et les résultats ont dépassé les prévisions. L'entreprise déploie des programmes similaires dans d'autres régions. Noémie et moi avons fait une présentation lors d'une conférence à Lyon le mois dernier. L'accueil a été extraordinaire. Sur le plan personnel, les choses vont bien aussi. Noémie et moi avons emménagé dans une maison isolée près de Mende. Belle lumière, un poêle à bois, assez d'espace pour que nous puissions tous les deux télétravailler. Nous ne parlons pas de l'avenir en grands termes. Nous sommes juste là l'un pour l'autre. Je n'avais pas pensé à Léa depuis des mois. J'ai arrêté de regarder ses réseaux sociaux en juillet. Un poids en moins. Puis, il y a 2 semaines, elle s'est présentée à mon bureau de terrain. J'étais à mon bureau, en train de parcourir des rapports, quand quelqu'un a demandé à la réceptionniste si Hugo Mercier était disponible. J'ai reconnu la voix, mon estomac s'est noué, je suis allé dans le hall d'entrée et elle était là, plus mince, des cernes que le maquillage ne pouvait pas cacher, mais toujours cette énergie magnétique. Elle a dit, salut, avec un petit sourire triste. Je suis resté là, planté, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit qu'elle tournait un documentaire sur la résilience rurale et les énergies renouvelables. Elle avait entendu parler du programme en Lozère. Elle voulait l'inclure. Une belle histoire sur l'innovation et la durabilité. Tous les mots à la mode. Je n'y ai pas cru. Si elle était vraiment là pour des raisons professionnelles, elle serait passée par les canaux officiels. Elle aurait contacté le service de communication. Se présenter à l'improviste était personnel. Je lui ai dit qu'elle devait soumettre une demande formelle via le service de communication. Elle a dit d'accord, mais a ajouté, on pourrait prendre un café pour rattraper le temps perdu. J'ai répondu que je ne pensais pas que ce soit une bonne idée. Elle a eu l'air blessée. Elle a dit qu'elle voulait juste parler. Contre toute attente, j'ai accepté de la rencontrer cet après-midi-là. J'ai envoyé un texto à Noémie pour la prévenir. Elle a juste envoyé un pouce en l'air et a dit, dis-moi si tu as besoin de renfort. C'est comme ça qu'elle est. Pas de jalousie, pas de drame, juste de la confiance. Nous nous sommes assis dans un café qui se voulait un peu trop rustique. Briques apparentes, ampoule Edison, café filtre hors de prix. Elle a commandé une boisson compliquée au lait d'avoine. J'ai pris un café allongé. On a bavardé de tout et de rien pendant quelques minutes. Elle m'a posé des questions sur le projet. Je lui ai donné les grandes lignes. Long silence. Elle se préparait à dire quelque chose. Finalement, elle a dit, tu le pensais vraiment. Tu as vraiment tourné la page. J'ai dit, c'est toi qui me l'as demandé. Elle a répondu, je sais, mais je pensais. Elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Je pensais que tu attendrais. Je pensais que tu te battrais pour moi, ou au moins que tu serais en colère, mais tu es juste parti comme si c'était facile. Je lui ai dit que ça n'avait pas été facile. L'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui avait décidé que je n'étais pas assez bien. Je n'allais pas supplier quelqu'un de rester alors qu'il voulait partir. Elle s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle m'a dit que Romain était parti, qu'il s'était mis avec une productrice à Lyon et qu'il avait abandonné le projet.
Elle a essayé de sauver le documentaire seule, mais il s'effondrait. Le financement avait disparu, le récit était incohérent. Des mois de sa vie et des milliers d'euros pour quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. Parce que Romain se souciait plus du prochain frisson que de finir quoi que ce soit. Elle a dit, je pensais avoir besoin du chaos pour me sentir vivante, mais il m'a juste dévoré de l'intérieur. J'ai couru après l'excitation et j'ai perdu la seule chose stable que j'avais. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait mal pour elle, une autre était en colère. Elle attendait de la sympathie. Surtout, je me sentais distant, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. J'ai dit, je suis désolé que ça te soit arrivé, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que je puisse faire. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Nous vivons tous les deux avec les conséquences. Elle m'a demandé si je voyais quelqu'un. J'ai dit, oui. Elle a demandé si c'était sérieux. J'ai dit, oui, ça l'est. Elle a hoché la tête, essuyé ses yeux. Je le mérite. Je le mérite. Je sais. J'avais tort et tu avais raison. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'elle me dise que j'avais raison. Je ne tenais pas les comptes. Je voulais juste que nous avancions tous les deux et que nous soyons heureux, même si cela signifiait ne plus faire partie de la vie de l'autre. Nous avons fini notre café. Des adieux maladroits sur le parking. Elle a dit, prends soin de toi. J'ai dit, toi aussi. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis resté assis dans mon camion, à digérer tout ça, puis j'ai appelé Noémie et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, comment tu te sens? J'ai répondu, honnêtement, je me sens bien. Revoir Léa ne m'a pas donné envie de la récupérer. Ça a juste confirmé que j'avais pris la bonne décision. Elle court toujours après quelque chose qu'elle ne trouvera jamais et j'en ai fini d'être un dommage collatéral. Noémie a dit, bien, puis m'a dit de rentrer à la maison car elle préparait le dîner. Ce soir-là, Noémie a entendu une voiture s'arrêter dehors. Elle a regardé et a vu Léa assise dans sa voiture dans notre allée, juste là, à fixer la maison. Noémie a pris une veste et est sortie. Elle m'a raconté plus tard que Léa avait dit qu'elle attendait une dépanneuse parce que sa voiture était en panne. Noémie ne l'a pas cru mais l'a invitée à entrer pour un café de toute façon parce qu'il faisait froid. Elles se sont assises à la table de la cuisine. Noémie a fait du café. Elles ont eu une conversation civile mais tendue. Noémie a dit que Léa ne cessait de regarder autour d'elle, cataloguant tout. Le poêle à bois, les étagères de livres, les meubles simples. Les dossiers de Noémie à côté de mes rapports d'équipement. Finalement, Léa a dit, vous deux, ça marche vraiment, n'est-ce pas? Jean, vous vous comprenez vraiment. Noémie a répondu, oui, c'est le cas. Léa a dit, Hugo me regardait comme si j'étais la personne la plus fascinante du monde, comme si j'étais une sorte de génie créatif qu'il ne pourrait jamais comprendre. J'adorais ça. J'adorais me sentir mystérieuse et spéciale. Noémie a dit, ça a l'air épuisant. Léa a ri. Oui, ça l'était. En fait, mystérieuse voulait juste dire inconstante, et spéciale voulait dire égocentrique. Elle a ajouté, tu as de la chance. C'est quelqu'un de bien. Noémie a répondu, je sais. C'est pour ça que je suis avec lui. Elles ont fini leur café. Noémie a proposé d'appeler une dépanneuse. Léa a dit que ça irait et elle est partie. Noémie m'a raconté tout ça quand je suis rentré à la maison. J'ai secoué la tête et j'ai dit, merci d'avoir géré ça. Elle a répondu qu'il n'y avait rien à gérer. Léa était juste quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qui devait maintenant vivre avec. Léa a quitté la Lozère le lendemain. Je l'ai bloquée sur les réseaux sociaux, non par colère, mais pour tourner la page. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elle fait. Cette partie de ma vie est terminée. Ce que j'ai appris, c'est que certaines personnes n'aiment que l'idée de vous. Elles aiment ce que vous leur faites ressentir ou la stabilité que vous leur offrez. Mais elles ne vous voient pas comme une personne à part entière avec vos propres besoins. Léa aimait la version de moi qui existait pour soutenir ses ambitions. Pas le vrai moi. Le type qui voulait construire des micro-réseaux et débattre de politique autour d'un whisky au coin du feu. Noémie me voit. Elle me met au défi, me soutient et me fait rire. Elle n'a pas besoin que je sois autre chose que ce que je suis. C'est ça, un vrai partenariat. Je pense que j'ai fini avec les mises à jour.
Il est temps d'aller de l'avant. Mise à jour finale. Presque 3 mois se sont écoulés depuis que Léa s'est présentée en Lozère. Beaucoup de choses ont changé. Je me suis dit que vous méritiez de savoir comment ça se termine. Le projet de micro-réseau en Lozère s'est achevé avec succès en décembre. Chaque objectif a été atteint. La plupart ont été dépassés. L'expansion est en cours dans 6 autres régions. On parle de financement de l'État pour une mise à l'échelle nationale. L'entreprise m'a promu à la tête d'une nouvelle division axée sur les infrastructures renouvelables en milieu rural, plus de responsabilités et de voyages, mais c'est exactement le travail que je veux faire. Noémie et moi sommes retournés sur la côte bretonne en janvier. Nous avons trouvé une maison près du Cap Fréhel. Juste au bord de l'eau, d'où l'on peut regarder les tempêtes arriver. Assez proche du siège social. Assez isolé pour avoir de l'espace. Nous ne précipitons rien. Pas d'annonce de fiançailles ou de planification de mariage. Juste vivre nos vies ensemble. C'est exactement ce qu'il faut. Nous ne postons pas grand-chose sur les réseaux sociaux. De temps en temps, Noémie partage une photo d'une visite de site où je publie quelque chose sur mon travail dans les énergies renouvelables. Discret. À nous. La semaine dernière, Noémie a posté une photo d'elle qu'elle avait prise de moi à l'aube. J'étais en haut d'une falaise côtière, en train de réparer un capteur de vent cassé. De vieilles éoliennes que nous entretenons. La lumière se levait sur l'océan. Tout avait cette qualité orange et dorée du lever de soleil. Je ne savais pas qu'elle l'avait prise jusqu'à ce qu'elle me la montre. Elle l'a postée avec la légende « La patience est une forme de foi ». Pas de contexte, juste cette phrase et l'image. En 1 heure, l'engagement habituel. Des collègues commentant le projet. Des amis réagissant au paysage. Des choses normales. Puis j'ai vu que Léa avait aimé la photo, je l'ai presque manqué. Sa photo de profil était différente. Je n'ai pas reconnu le compte au début, mais c'était bien elle. Elle a aimé la publication, puis a retiré son like 30 secondes plus tard, comme si elle n'avait pas voulu interagir. J'ai regardé son profil par curiosité. Pratiquement vide, aucune publication, aucun abonné, aucune activité. Elle l'avait nettoyé. Sa bio disait juste « réalisatrice », sans aucun lien ni contact. Quelques heures plus tard, son compte entier a disparu. Pas désactivé, ou l'on peut le réactiver. Complètement supprimé, le nom d'utilisateur n'existe plus. Noémie l'a remarqué aussi. Elle a dit « c'est intense ». J'ai répondu « ouais ». Nous n'en avons pas beaucoup parlé. Qu'y a-t-il à dire? Léa a vu la vie que je construisais sans elle et c'en était trop. Voir la preuve que je n'étais pas seulement bien, mais véritablement heureux, a dû être la confirmation finale qu'elle avait fait le mauvais choix. Supprimer toute sa présence en ligne était sa façon de se retirer complètement d'un monde où elle devait regarder les autres réussir pendant qu'elle luttait. J'ai ressenti de la tristesse pour elle, honnêtement. Pas de la pitié condescendante, mais une tristesse sincère. Léa n'est pas une mauvaise personne. Elle s'est juste laissée prendre au jeu de ce à quoi sa vie devrait ressembler et à saboter ce qu'elle était réellement. Elle a couru après l'excitation et le chaos en pensant que c'est ce que la créativité exigeait. Elle a brûlé les ponts en pensant que c'était de l'intégrité artistique. Maintenant, il ne lui reste plus rien, sauf un projet raté et un compte de réseau social qu'elle s'est sentie obligée de supprimer parce que regarder le bonheur des autres était trop douloureux. Je ne la déteste pas, je ne suis même plus en colère. Je me sens juste libre. Quelques jours après la suppression du compte, j'étais sur le sentier côtier avec Noémie, nous marchions au crépuscule, regardant le brouillard s'installer sur l'océan, les éoliennes sur la crête derrière nous bourdonnant régulièrement. Ce son bas et rythmé que j'associe à un travail productif. Un son qui signifie que les choses fonctionnent comme elles le devraient. L'énergie est convertie et distribuée aux gens qui en ont besoin. J'ai arrêté de marcher, je suis resté là à regarder l'eau. Noémie s'est arrêtée aussi, m'a demandé à quoi je pensais. J'ai dit, je pense au fait qu'on ne peut pas sauver les gens des tempêtes qu'ils poursuivent. Certaines personnes choisiront toujours le chaos à la stabilité parce que le chaos ressemble à la liberté. Mais finalement, le chaos détruit tout, y compris la personne qui l'a désiré. Noémie a mis sa main dans la mienne et a dit, non, on ne peut pas les sauver, mais on peut construire quelque chose qui survit aux tempêtes. Construire quelque chose de suffisamment solide pour que ça soit toujours debout quand le chaos finit par s'épuiser. Ça m'a profondément touché. D'une manière clarifiante.
C'est exactement ce que j'avais fait cette dernière année sans vraiment le formuler. Construire des systèmes qui survivent à tout drame individuel. Construire des relations qui n'ont pas besoin de validation ou d'excitation constante pour survivre. Construire une vie basée sur le fait d'être présent de manière constante au lieu de courir après le prochain frisson. Léa est probablement quelque part en train de chercher sa prochaine étape. Peut-être qu'elle finira ce documentaire. Peut-être qu'elle trouvera un projet qui fonctionne. Peut-être qu'elle rencontrera quelqu'un d'autre et essaiera de construire une vie qui n'implose pas. J'espère sincèrement qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. J'espère qu'elle apprendra à se poser assez longtemps pour apprécier ce qu'elle a au lieu de toujours chercher quelque chose de mieux. Mais ce n'est plus mon problème. Mon problème, c'est la personne qui se tient à côté de moi et qui me tient la main. Mon problème, ce sont les éoliennes qui produisent de l'énergie propre. Mon problème, c'est d'être là demain, de faire du bon travail et de rentrer à la maison auprès de quelqu'un qui me voit exactement pour ce que je suis. J'ai beaucoup appris de tout ça. J'ai appris que partir avec dignité, ce n'est pas abandonner. J'ai appris que certaines personnes n'aiment que l'idée de vous et que ce n'est pas suffisant pour construire quelque chose. J'ai appris qu'un vrai partenariat n'exige pas de drame, de chaos ou d'intensité constante. Il exige juste deux personnes prêtes à être la l'une pour l'autre, même quand c'est ennuyeux, quand c'est difficile, quand il n'y a pas de public. J'ai aussi appris qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous accorder de la valeur. Léa n'a pas accordé de valeur à ce que nous avions jusqu'à ce que ce soit parti. À ce moment-là, il était trop tard. Ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas ma responsabilité de réparer ça. Elle a fait ses choix, j'ai fait les miens. Nous vivons tous les deux avec les résultats.